À l'antenne de TVC9 et au Témiscamingue sur Témis TV, voici ce qui, chez nous, fait toujours jaser aux nouvelles de ce 30 avril 2025. Je vous souhaite cordialement la bienvenue, mesdames, messieurs, jeunes et moins jeunes, sur le web et YouTube, au téléphone et sur votre tablette. Débutons avec les agents et agentes du poste de police communautaire mixte autochtone de la Division des relations avec les Autochtones de la MRC du Témiscamingue, qui ont souhaité la bienvenue à une nouvelle collaboratrice. Ça s'est passé début avril à Ville-Marie. L'intervenante Annalie Barry-Doucet a entamé son mandat l'automne dernier. Depuis septembre 2024, elle appuie les policiers dans les enjeux de santé mentale, de toxicomanie et d'itinérance. Ayant elle-même une expérience terrain auprès des clientèles vulnérables de la région de Montréal, elle a montré de l'intérêt à établir des liens avec ses collègues intervenants de la région afin de profiter de l'expérience acquise depuis l'implantation des différentes ressources similaires. C'est sans aucune hésitation que l'équipe d'intervenants et de policiers du PPCMA de Val-d'Or ont proposé d'accueillir leurs nouvelles collègues et de partager leur expérience avec elle afin de lui faire découvrir les nombreuses initiatives mises en place depuis l'instauration de la première équipe EMIPIC de la Sûreté du Québec, accompagné du sergent Luc Desbiens, agent de liaison autochtone de Rouyn-Noranda. Annalie a pu discuter avec les intervenants, les policiers et la directrice du PPCMA, Julie Bouvier, en plus des membres de la DRCA, pour comprendre comment adapter sa pratique afin d'intégrer le volet policier en plus de découvrir les enjeux du travail en milieu autochtone. C'est grâce à son implication et à l'ouverture des différents partenaires que la journée a été un franc succès, permettant à Annalie de développer son réseau de contacts et de mentorat auprès de ses collègues policiers et intervenants. L'histoire a fait le tour du pays et a peut-être que j'exagère, ça se peut, ébahi les téléspectateurs et amateurs d'actualité criminelle. Le récit de cette femme hébergée dans une maison d'aide pour victimes de violences conjugales dans la métropole, qui a été agressée sexuellement par un homme qui serait librement entré dans l'édifice censé la protéger. Plusieurs ont peut-être, j'ose le croire, fortement réagi. Les personnes en hébergement chez nous sont-elles en sécurité, elles? Par Zoom, je parle à Mme Cathy, qui est travailleuse, intervenante en violence conjugale depuis plus de 25 ans. Cathy Allen, c'est bien. Madame Allen, vous le savez, depuis les années où on me voit, je m'intéresse beaucoup aux faits divers. Et récemment, je lisais un article qui a certainement choqué beaucoup de gens, de voir que dans une maison de deuxième chance, il y aurait eu, et je dis bien, j'utilise encore le conditionnel parce que, on doit toujours s'interroger sur ce genre de choses, mais quand même, ça semble crédible. Il y a une dame, une pauvre dame qui a été victime, semblerait-il, d'un viol à l'intérieur d'une maison où on l'hébergeait, une maison de deuxième chance. Évidemment, l'association qui aide les femmes dans le besoin, des femmes victimes de violences ou de crimes sexuels, a réagi en disant qu'ils étaient très étonnés. Mais moi, j'ai réagi parce que actuellement, il y a des projets dans la région et un en particulier du côté de Rouyn-Noranda, projet dont je ne veux pas trop parler parce que je veux pas et je sais que vous voulez pas que l'endroit soit identifié et avec raison. Alors ça, je vais conserver comment dire, le silence là-dessus. Cependant, je me suis interrogé et vous savez que c'est pas je suis pas du genre à donner, comment dire, ma bénédiction sans me prendre pour un pape, là, mais je suis pas du genre à donner ma bénédiction à toutes sortes d'histoires saugournies. Mais ça, je me suis interrogé et je me suis dit,
comme vous, quand vous avez vu ça, vous avez peut-être dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire comme, qu'est-ce que ça va donner comme effet sur nos projets à nous? Comment vous avez réagi? Ben d'ailleurs, j'ai réagi rapidement parce que j'ai interpellé l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour comprendre ce qui a pu se passer dans cette situation-là. D'ailleurs, si c'était une maison qui fait partie de l'Alliance des maisons de deuxième étape, ce regroupement de maisons-là a démenti en fait l'information qui a été divulguée à l'effet que il y avait un homme qui était présent, qu'il y a eu des agressions qui se sont passées dans la maison d'hébergement de deuxième étape. C'est pas très clair dans l'article du journal là, si c'est dans une maison d'aide et d'hébergement comme alternative pour elle ou si ça a eu lieu dans une maison d'hébergement de deuxième étape. C'est sûr que nous, ça nous a inquiétés, ça nous a interpellés parce que dans une maison comme alternative pour elle, puis l'Équinoxe, le Nid à Val-d'Or, l'Émeraude à la Sarre, la maison Micana, on s'est parlé, toutes les maisons d'hébergement rapidement. C'est impossible que ça se passe dans une maison d'hébergement comme chez nous. On a des systèmes de caméras, des systèmes de sécurité très, très élevés, très poussés. On a une présence d'intervenantes qui sont là 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est les intervenantes qui répondent aux portes, à la porte, que ce soit le jour ou la nuit. Donc, c'est impossible. Ça, c'est sûr que c'est démenti. Ça ne pourrait pas se passer dans une maison d'aide et d'hébergement. Est-ce que ça pourrait se produire dans une maison d'hébergement deuxième étape? Ben, je vous dirais que c'est très peu probable aussi parce que les systèmes de sécurité, encore une fois, sont très élevés. Il y a des protocoles de sécurité faits avec les policiers également. Alors, on a été vraiment très surprise d'apprendre ça. On se questionne encore. Moi, j'ai pas l'information à savoir si ça a eu lieu dans une maison Dans, d'hébergement de deuxième étape. Oui, Madame Allen, dans le journal de Montréal, ceux qui ont sorti la nouvelle, les premiers, avant que ce soit repris par la presse, d'après les lectures que j'ai faites, on a dit que c'était dans une maison deuxième étape et que l'individu qui a agressé la dame venait fumer sa cigarette à la porte à l'extérieur de la maison deuxième chance et qu'on le faisait rentrer pour qu'il commette ses crimes. Alors, et tout ça en disant que c'est parce que la nuit dans cette maison-là, il manque de personnel. Il y a personne pour surveiller. Bon, euh, de votre côté, est-ce qu'il va y avoir du personnel physiquement ou est-ce que ce sera des appareils électroniques comme des caméras qui vont assurer la surveillance? De notre côté, il va y avoir un système de sécurité extrêmement élevé avec des intervenantes sur place également. Alors, pour nous, c'est important de rassurer les femmes, de rassurer la population à l'effet que ça va être un lieu qui va être hautement sécuritaire, tout comme ce l'est à notre maison d'hébergement. Des fois, le fait d'être dans des petits milieux, ça augmente la sécurité parce que on a des fois on a des contacts très de proximité avec les policiers. Quand on communique avec eux, si on sait qu'il y a quelqu'un qui rôde à la maison d'hébergement ou aux alentours de la maison d'hébergement, rapidement, on va parler aux policiers et ils vont être ici dans le temps de le dire pour faire une intervention. Alors, c'est sûr que notre maison d'hébergement de deuxième étape sera hautement sécuritaire. Oui, il y a tout le volet électronique, on a les systèmes de sécurité les plus poussés, mais malgré ça, on va avoir des intervenantes sur place qui vont aussi assurer la sécurité pour éviter que quiconque s'approche de ce milieu-là qui doit être hautement sécuritaire pour les femmes et les enfants qui vont y habiter. Il faut pas en douter, là, et c'est pas parce qu'on en doute qu'on vous en parle, Madame Allen, c'est qu'on veut mettre ça bien clair pour les femmes qui
je l'espère pas, mais auront besoin de la maison alternative pour elles ou l'une des maisons de notre région ou la maison de deuxième étape qui est un beau projet et qui, évidemment, doit servir positivement aux femmes et aux familles qui en auront besoin dans la vie. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je vous remercie de nous donner la parole parce que c'est ce qu'on souhaite ultimement, rassurer les femmes. On a été troublés d'apprendre ça. Rapidement, on s'est parlé entre maisons d'hébergement. Pour nous, c'est très, très clair que ça peut pas, ça aurait pas pu se produire en aucun cas dans nos maisons, mais pour moi, c'est clair aussi que la maison d'hébergement de deuxième étape là, sera un lieu hautement sécurisé. Alors, c'est bien de pouvoir rectifier les faits parce que quand on lit que, oups, n'importe qui, au final, peut rentrer facilement dans nos ressources, ben, ce n'est pas le cas. N'entre pas qui veut dans les maisons d'hébergement et non plus dans les maisons d'hébergement de deuxième étape. C'est notre mandat premier de sécuriser les femmes et les enfants à qui on vient en aide. Et c'est pas pour les blâmer, là, les gens de Montréal, mais on peut comprendre qu'il peut manquer de personnel à Montréal parce que plus il y a de monde, plus malheureusement il y a de femmes victimes de violences et de féminicides. Alors on peut évidemment en échapper, quoique c'est malheureux et que je suis persuadé que la maison de deuxième chance qui a été touchée par ça à Montréal va évidemment demander l'aide requise pour ne pas que ça se produise. Et surtout, moi, ce que ça me met comme message, c'est bon sang, pourquoi qu'il manque de personnel dans les maisons et que ce genre de choses-là se produit. Bon, ouais, mais je vais m'arrêter là, mais c'est important de le mentionner. Parlant de besoin d'aide, ça se passe passablement bien pour nos femmes qui ont des besoins? Ça se passe bien. On répond à la demande. C'est sûr qu'on est bien occupé, toutes les maisons de la région, mais il y a beaucoup d'entraide pour jamais laisser aucune femme sans service. Nos services en externe aussi sont occupés. Ça, c'est les femmes qui n'ont pas besoin nécessairement du service d'hébergement, mais qu'on accompagne dans leur démarche pour se soustraire de la violence conjugale. Au niveau de la maison, deuxième étape, ça avance bien. On a bon espoir là, d'ouvrir comme prévu assez tôt dans l'année, en 2026. Alors, on va avoir 11 portes, 11 logements de plus pour offrir encore plus de sécurité aux femmes sur le territoire de la Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous, ça, c'est une grande fierté. Le projet là, va bon train et on est motivé, ça se passe bien. Alors, on est content. Il y a eu beaucoup d'annonces de la part du ministère de la Justice. Il y a eu une histoire de tribunal. Là, comment vous les analysez, ces annonces? Au moins 2 ou 3 annonces qu'on a eues de la part du ministère. Vous les analysez comment? Les annonces se succèdent. On a eu justement l'annonce du tribunal spécialisé qui va être déployé sur notre territoire ici en Abitibi-Témiscamingue. Je vous dirais qu'on accueille ces nombreuses annonces-là avec un optimisme prudent parce qu'il y a des enjeux. Encore hier, on apprenait qu'on vivait un arrêt Jordan sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, donc un arrêt de procédure, un dossier qui prend fin. Ce qu'on voit sur le terrain... La violence conjugale? En contexte de violence conjugale. Ça arrive malheureusement trop souvent. Alors, on annonce un tribunal spécialisé, mais parallèlement à ça, les procureurs de la Couronne avec qui on travaille sont surchargés, on le voit, ils sont débordés. Alors, ça crée beaucoup d'espoir, toutes ces annonces-là. On veut être à la hauteur pour redonner confiance aux victimes et les organismes sur le terrain, on se mobilise pour travailler ensemble et s'assurer
d'offrir le meilleur accompagnement possible. Par contre, on ne pourra pas changer ce qui se passe au niveau judiciaire. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on ne peut pas créer de l'espoir comme ça avec un tribunal spécialisé. Parallèlement à ça, regarder les dossiers qui tombent parce soit qu'il manque de personnel au niveau judiciaire, les délais sont trop longs. C'est exactement ce qu'on voulait corriger avec le tribunal spécialisé. Mais le tribunal spécialisé, expliquez-moi, Mme Allen, ça amène quoi? Est-ce que ça amène de nouveaux procureurs en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord aussi, là, évidemment... On est supposé d'avoir des nouvelles ressources au niveau des procureurs. Ça va apporter de la formation aux différents partenaires, autant dans le milieu communautaire qu'au niveau des partenaires, des acteurs judiciaires. Il va y avoir des améliorations faites au niveau des palais de justice, les salles des victimes, par exemple. Mais comme je vous dis, les attentes sont grandes. Nos attentes sont plus grandes que ça. Alors, c'est sûr qu'on travaille en partenariat avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, avec les centres de lutte et de prévention pour les victimes d'agressions sexuelles, notre groupe pour hommes. On est réunis, tout le monde ensemble, pour améliorer le parcours de justice des femmes. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est un optimiste prudent. On est là, on veut, on entend la volonté du personnel. On a entendu la juge coordonnatrice dire qu'elle accueillait ça favorablement aussi. Par contre, il reste vraiment beaucoup de travail à faire. Donc, d'arrêter de rejeter des dossiers alors que des femmes ont été victimes de violences. Elles ont passé à travers un long processus judiciaire. Elles ont eu le courage de dénoncer leur agresseur. Et je parle au masculin, là, mais il y a aussi le côté féminin, là, parce qu'on voit aussi des hommes victimes de violences de la part de femmes ou des hommes, dans le cas des hommes et des femmes et des femmes. Là, maintenant, on est ouvert à tout ça. Mais alors, c'est important de ramener ça. Et les arrêts de Jordan, et quel que soit le crime, c'est incroyable, mais malheureusement, on peut pas inventer un procureur du jour au lendemain. C'est des gens qui ont une formation requise, une formation nécessaire, et on n'a qu'à demander peut-être aux jeunes de s'intéresser au monde judiciaire parce que la justice, ça demeure important, même si certains essaient de passer au travail. Madame Allen, est-ce que, je sais que, et j'entre pas dans votre vie privée professionnelle, mais je sais que vous ne cessez de vous rencontrer avec vos collègues du milieu. Est-ce que des nouveaux projets ou c'est de l'analyse des projets actuels qu'on surveille? Là, présentement, on veut consolider ce qui s'en vient avec les partenaires. Ça va être un gros chantier, un gros dossier, le tribunal spécialisé. On veut être à la hauteur des attentes des victimes. Alors, on se mobilise. C'est sûr que pour nous, Alternative pour elle, c'est un immense projet de démarrer un organisme communautaire et c'est exactement ça. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est pas Alternative pour elle qui déménage dans un autre bâtisse. C'est complètement une nouvelle ressource. Les gens confondent ça encore. Un nouveau service. C'est un nouveau service, totalement, en violence conjugale post-séparation, mais on comprend que ça peut créer de la confusion. Alors, pour nous, c'est déjà le chantier, il est immense et les demandes sont grandissantes sur le terrain. Les demandes à Rabasca aussi, qui est la cellule d'action concertée pour prévenir l'homicide conjugal et intrafamilial sur le territoire, sont à la hausse. On travaille très, très fort avec Rabasca. Pour prévenir le pire, pour prévenir des féminicides dans le contexte de violence conjugale, prévenir les blessures graves, prévenir le suicide des hommes également. Alors, je vous dirais que nos projets, c'est de consolider tout ça
toujours être à l'affût pour avoir les meilleurs filets de sécurité pour les victimes, puis travailler en partenariat serré avec les acteurs judiciaires, avec les acteurs communautaires aussi, avec ça, c'est notre force en Abitibi-Témiscamingue. C'est une grande fierté d'avoir ce travail étroit-là avec nos partenaires sur le terrain. Oui, une famille, hein, c'est là Tout où, à fait. des femmes et des hommes perdent des appuis certains dans leur famille, ben, ils le retrouvent avec un groupe dans la communauté qui travaille très fort. Madame Allen, merci d'avoir pris du temps pour me parler. Je vous avais demandé 10 minutes, puis là, ça va faire bientôt une demi-heure. Je vous remercie. Et surtout, de consolider et de consoler ces femmes qui se disent aïe, si je m'en vais à une maison pour m'aider puis que on laisse entrer n'importe qui, c'est pas le cas. Ça a été vérifié en Abitibi, au Témiscamingue, et certainement parce que partout ça a réagi, cette nouvelle-là, partout au Québec. Madame Allen, merci. On se reparle bientôt quand c'est nécessaire. Merci infiniment, M. Moreau. Maintenant, la ville de Rouyn-Noranda qui paiera plus de 31 millions de dollars son projet de piscine municipale. Combien va coûter celui du Témiscamingue, dont on souhaite bientôt des nouvelles? Mais la question demeure. Privé de piscine chez nous depuis 7 ans, la région a lancé le projet du complexe des eaux profondes, selon sa responsable qu'on a déjà rencontrée, vous vous en souvenez, Mme Nathalie Cardinal, à qui Témis TV a parlé. Peu de concret se dégage dossier en ce moment. On attend toutefois de nouvelles sommes dans ce secteur en 2026. En Abitibi, l'entreprise ayant remporté l'offre rendue publique le 14 avril, le centre Amico Eagle sera construit par le groupe Geyser Incorporé, entreprise de génie de Laval qui a notamment bâti le complexe multisport de Boucherville sur la rive sud de Montréal. Dans un communiqué à Rouyn-Noranda, la mairesse Diane Dallaire se réjouit d'arriver à aller de l'avant avec un projet qui, solennel, répond aux besoins de l'ensemble de ses citoyens et citoyennes tout en respectant son cadre financier. Le consortium ABCP Architecture et Tram Architecte Plus Paysage a choisi de rendre hommage à l'Abitibi-Témiscamingue et la nature environnante en misant sur une composition d'enveloppe extérieure qui rappellera, vous le voyez, les forêts d'épinettes noires et le lac Ossisco. L'intérieur mettra en valeur le bois avec une structure apparente et des espaces lumineux et invitants. Emmenez-en d'autres projets, comme dirait l'autre. Le ministère des Transports, sa division régionale qui annonce un projet de rénovation majeure au Témiscamingue, la réfection du pont enjambant le ruisseau l'Africain sur la route 391 à Saint-Édouard-de-Fabre. Ça commençait ce mercredi. Attention aux usagers du secteur, là, vous devrez faire un détour pendant de longs mois, le temps que se développe le chantier. La responsable des communications du MTQ en Abitibi et au Témiscamingue nous rejoint sans hésiter pour nous en livrer les détails. Nicole, des travaux qui s'en viennent, des travaux attendus depuis longtemps du côté de Saint-Édouard-de-Fabre? Bien, c'est des travaux, oui, qui sont attendus parce que, notamment, le pont est arrivé en fin de vie, ce qui fait en sorte que le ministère a dû procéder à une réduction des charges, là, une réduction de l'affichage en cours là, sur le pont, sur la structure. Le pont est maintenant affiché à 10 tonnes, ce qui veut dire qu'on ne peut pas circuler avec des véhicules lourds dessus. Donc, oui, c'est attendu, notamment pour cette raison-là. Là. Ça fait longtemps que la situation est présente? Le pont est en baisse d'affichage à 10 tonnes depuis 2020. L'affichage a aussi été réduit en 2017. C'était plus élevé à ce moment-là. Mais ce pont-là, le pont du ruisseau, l'Africain à Saint-Édouard-de-Fabre, c'est un pont qui a été construit en 1964. Donc, il a plus de 60 ans. Il est en fin de vie, évidemment. Le ministère a dû procéder à plusieurs interventions au fil des ans. La dernière, pour être en mesure d'aider à la
structure. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés en 2023, c'est-à-dire qu'on a dû renforcer les poutres, notamment, là. Donc, comme je le mentionnais, le pont est arrivé en fin de vie. C'était rendu nécessaire là, de procéder à une reconstruction de la structure. Et c'est spécial parce que ce petit pont-là, il a l'air de rien, mais il est très utile et il est dans un endroit quand même stratégique pour les citoyens. Là. Oui, effectivement, c'est un endroit stratégique. C'est un endroit névralgique pour le Témiscamingue. Ça donne accès à plusieurs entreprises et ça donne accès à Béarn, à Lorrainville notamment, qui sont situées sur la route 391. Donc oui, c'est stratégique. C'était important que ce soit fait rapidement pour maintenir un lien vers la 391 pour permettre la sécurité, pour assurer la sécurité des usagers de la route, assurer également une circulation des véhicules lourds, notamment parce qu'on en a beaucoup. Ici, le débit journalier mensuel annuel, c'est-à-dire, est de 546 véhicules, mais il est constitué quand même de 28 de véhicules lourds. Donc, oui, c'est rendu nécessaire et très important là, de procéder à ces travaux-là de reconstruction du pont. Et pour Fabre, l'éco-centre, c'est un endroit nécessaire et pour notamment l'usine de Béarn et les citoyens là, qui habitent le secteur. Oui, évidemment, sans oublier qu'il y a d'autres, il y a le transport scolaire pour qui c'est nécessaire. Je pense qu'il y a un échange d'élèves entre Béarn et Saint-Édouard-de-Fabre. C'est nécessaire pour les autocars qui ont des parcours là, qui partent de Rouen qui se rendent jusqu'à North Bay. En tout cas, c'est nécessaire pour une multitude de choses. Je pense aussi qu'il y a des gens des entreprises au niveau des industries, des fermes laitières. Donc, oui, c'était vraiment rendu nécessaire, là. Bon, Nicole, au moment où on se parle, évidemment, il n'y a rien de commencé. On va installer des ouvriers qui vont venir installer l'affichage indiquant que le pont est fermé et qu'il va y avoir un détour. Mais ça commence à quel moment et normalement, ça doit durer combien de temps tout ce blocage, ce blocus du pont en réparation? Ça doit commencer. En fait, il va y avoir de l'affichage qui va commencer à être installé le 28 avril. Ensuite de ça, le pont va être définitivement fermé à compter du 29. Les travaux vont s'amorcer par de la démolition parce qu'il faut commencer par ça avant de reconstruire. Il va y avoir les glissières qu'il va falloir enlever, les approches qu'il va falloir retirer aussi, là. Donc, il y a beaucoup de travail qui est à faire. Ça va durer environ 23 semaines. Évidemment, on est toujours tributaire de la météo et de plein d'autres trucs qui peuvent arriver en cours de route. Normalement, ça devrait être terminé autour de la mi-octobre, là. Et les gens déjà se demandent, ben voyons, pour un si petit pont, pourquoi c'est aussi long? Bien, il faut bien faire les choses, de un. De deux, comme je le mentionnais, il faut d'abord démolir l'ancien pont. Ensuite de ça, on est tributaire aussi d'éléments là, par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que on va commencer par certaines choses parce que du 15 avril au 15 juin, on ne peut pas travailler dans l'eau. Ce sont des règlements qui s'appliquent, notamment parce qu'il y a, entre autres, une frayère à dorée jaune. Donc, on ne peut pas aller jouer dans l'eau. Fait que tout ce qu'on peut faire auparavant qui ne touche pas à l'eau, on va le faire, mais on est aussi obligé de respecter certaines règles à ce niveau-là. Par ailleurs, la démolition va prendre un certain temps. Ensuite, il faut reconstruire. Ensuite, il faut ensemencer. Il y a plein d'éléments auxquels les gens ne pensent pas, mais qui sont nécessaires là, à réaliser. Là. Et aussi, là, celui qu'on démolit, c'est un petit pont. Parce que celui qu'on va reconstruire, ça va être un plus grand pont. Bien, il va être légèrement plus grand, en tout cas plus long. Il faisait, me semble, c'est 48,2 mètres, puis il va être à 52 mètres en termes de longueur. En termes de largeur aussi, il va être un petit peu plus large. Il faisait 8,2, il va faire 9 mètres. Donc, il va y avoir des changements. On a 5 poutres pour ce pont-là, 5 petites poutres. Là, ça va être 3 grosses poutres qui vont être installées. Le platelage, qui est en bois, ce sera
plus ça qui va être mis là, au niveau du nouveau pont. Ça va être une dalle en béton armé. Cette dalle-là va être coulée sur place. Ça aussi, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, c'est normal que ça prenne un certain temps et que le pont demeure fermé tout ce temps-là. Là. Et, c'est des travaux, c'est considéré au ministère des Transports, à la division régionale, comme un chantier majeur? Oui, c'est un chantier majeur. Et la raison pour laquelle on ne fait pas de pont temporaire, c'est parce que ça aurait ajouté dans les délais. Faire un pont temporaire, mais c'est d'autres trucs à faire. Donc, ça aurait ajouté dans les délais et ça aurait ajouté également des frais supplémentaires pour faire en sorte de pouvoir construire ce pont-là. Fait que il y a un détour, évidemment, c'est peut-être moins agréable. Si on partait du pont ici, d'une rive à l'autre, c'est à une trentaine de kilomètres à peu près. Donc, le détour va s'appliquer durant toute la durée des travaux. Et le détour officiel du ministère, c'est par la 101, la 382 et la 391. Et vous avez parlé de frais supplémentaires. On peut éviter parce que déjà, les frais pour ce chantier-là sont assez élevés, là. On parle d'un investissement pour la reconstruction et la démolition du pont d'environ 7,3 millions de dollars. Fait que c'est un investissement majeur, mais comme on le mentionnait plus tôt, c'est un investissement nécessaire. Là. Nécessaire parce que, utile et parce que ça fait quand même un certain temps que les gens du secteur, ceux qui habitent les villages environnants, l'attendent. Oui, je pense que les gens vont être très contents. Une fois que les travaux vont être terminés, les restrictions de circulation d'affichage, c'est-à-dire va disparaître. Donc, tous les véhicules lourds vont être en mesure de passer sur le pont. Ça va être sécuritaire. Et la durée de vie est estimée à environ 75 ans pour ce pont-là. Et beaucoup d'ouvriers qui travaillent là, des ouvriers tous du ministère des Transports ou des sous-traitants? C'est un sous-traitant qui vient de Drummondville. C'est Grandmont et Fils. C'est une compagnie qui est spécialisée dans la construction de ponts. C'est sûr que dans la région, on aimerait avoir des gens de la région, mais comme c'est très spécialisé, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans la région qui sont en mesure de réaliser ces ponts-là. Il y en a, mais on fonctionne avec des soumissions, des appels d'offres, et c'est celui-là qui l'a remporté. Là. L'entreprise du Centre du Québec, évidemment, qui a remporté les appels d'offres comme il se doit. C'est ça, comme il se doit. On est très contents. On en a eu. C'est pas toujours évident d'avoir des appels d'offres qui conviennent au ministère. Mais là, ça allait. Donc, on a tous les ouvriers nécessaires, autant la surveillance de la qualité, surveillance des travaux, qui sont disponibles, qui sont là. Donc, on va être en mesure de commencer là, comme on le souhaitait. Là. Bien, Nicole, merci d'avoir pris le temps d'informer les gens du Témiscamingue de cet important chantier-là. Et bon succès aux ouvriers et au ministère des Transports qui s'y attellent. Oui, merci. Puis on rappelle toujours de respecter les panneaux de signalisation. Il y en a qui vont être installés le long du trajet sur la 101, tout le long du trajet pour le chemin de détour. Donc, surveillez les panneaux de signalisation quand il y a des gens, des surveillants sur les chantiers, toujours respecter qu'est-ce que ces gens-là demandent. Donc, c'est très important pour leur sécurité et la sécurité des usagers de la route aussi. L'industrie forestière et la majorité de ses supporters continuent de réagir depuis le dépôt mercredi dernier du projet de loi 97 qui vise à moderniser le régime forestier québécois. Fière, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts rappelle que l'industrie forestière est un véritable moteur économique pour le Québec et ses régions. Toutefois, elle souligne que depuis quelques années, la filière forestière rencontre de nombreux défis. La conjoncture économique actuelle, notamment les menaces américaines d'imposition de tarifs, les droits compensateurs de 14,5
imposé sur les exportations canadiennes vers les États-Unis. Ainsi, les conditions de marché difficiles fragilisent la vitalité de nos communautés forestières. Ainsi, pour répondre à ces enjeux et protéger nos régions et ses ouvriers, il faut un régime forestier plus souple et plus agile qui offre plus de prévisibilité, ce qui assurera une filière forestière forte ainsi que des forêts plus productives et résilientes, notamment face au changement climatique. Des souhaits pour éclaircir davantage les critiques qui, à travers certaines appréciations, se font entendre. Revenu Québec a annoncé la signature d'une nouvelle convention collective avec le syndicat professionnel et professionnel du gouvernement du Québec, la SPGQ, entente qui vise le personnel professionnel et qui est en vigueur pour au moins 5 ans jusqu'au 31 mars 2029. Ça prévoit notamment pour les années 2024 à 2027 une bonification salariale respective de 2,8 %, 2,6 %, 2,5 et 3,5 %, ainsi qu'un paramètre d'augmentation minimale d'1 % pour 2028. D'autres améliorations qui sont aussi prévues afin de contribuer à la poursuite des efforts en matière d'attraction et de rétention du personnel. Selon la présidente directrice générale de Revenu Québec, Mme Christine Tremblay, la signature de cette convention collective qui touche, vous le savez aussi, les gens en Abitibi, témoigne de l'esprit de collaboration entre les parties. Le SPGQ, qui compte environ 5800 membres du personnel syndiqué au sein de Revenu Québec, partout dans la province. Ce règlement dont on vient de parler, qui laisse souhaiter que Québec avance dans d'autres dossiers de négociation auprès de plusieurs autres groupes de travailleurs, centres de la petite enfance, employés syndiqués de la Société des établissements de plein air, nos fameux parcs, Aiguebelle et évidemment celui au Témiscamingue, la CEPAC a besoin d'un contrat aussi. Les agents de service correctionnel d'Amos et de toute la province qui a à coup de promotion télévisuelle, vous les avez vus, demandent le respect au premier ministre François Legault. Même chose de la part des plus de 140 000 militants FTQ d'Hydro-Québec qui entrent parmi les manifestants dans les médias. À la suite des assemblées générales provinciales virtuelles tenues dans les derniers jours d'avril, le syndicat des technologues et des employés de métier chez Hydro qui ont voté massivement en faveur de moyens de pression qui pourraient aller jusqu'à la grève générale illimitée. Un scrutin tenu dans un contexte de négociation difficile qui s'étire depuis 14 mois et qui a recueilli un taux de participation, dit-on, exceptionnel, voire même historique, de plus de 86 % des membres. Terminons en allant faire un tour chez nos voisins du nord-est ontarien, on va l'avoir. L'activité annuelle de réseautage Tisser des liens, Building Ties, a eu lieu jeudi dernier à New Liskeard. C'était la 7e édition, je pense. Une réunion sous forme de 5 à 7 où la culture et l'économie destinée au partage des idées et à bâtir l'avenir, agrémentée d'un repas du secteur et ont été partagés. La santé du lac Témiscamingue a pris sa place alors que la MRC de Témiscamingue, l'Association canadienne-française de Témiscamingue, la communauté autochtone de Québec, l'UQAT et les chambres de commerce locales et régionales ont continué de développer leurs relations. L'événement, c'est Tisser des liens. C'est un événement assez rare pour notre région à cause ça arrive seulement une fois par année. Il y a un comité chaque année qui va décider ça va quoi le sujet de notre discussion. L'année passée, c'était sur la nourriture locale. Donc, cette année, on a choisi la santé du lac Témiscamingue. Donc, on a... Puis, honnêtement, c'est vraiment cool à cause c'est un des seuls événements où il y a la collaboration sur 3 côtés. Avec le gouvernement, c'est assez rare, ça. Donc, on a des personnes du Québec, de l'Ontario et des Premières Nations qui travaillent ensemble pour discuter. Ça dépend chaque année, mais le sujet, puis, ouais, c'est quelque chose, c'est vraiment spécial pour notre région.
Ça fait au-dessus de 10 années, puis ça change chaque 3 années. Donc, ça va en Ontario, après l'année prochaine, ça va être au Québec. L'année prochaine, ça va être à Timiskaming First Nations, les Premières Nations. Donc, il y a une rotation. Au but, le comité, il y a une priorité d'aider les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est au commencement, ça fait 10 années, ça, c'était la priorité du groupe. Des fois, les sujets, c'est pas seulement pour les petites et moyennes entreprises, c'est aussi pour les citoyens de la région. Et à cause que cette année, on discute le lac Témiscamingue. Donc, c'est vraiment toutes les personnes. C'est pas seulement les business qui utilisent les lacs, comme les hôtels, les colleges, genre ça. C'est aussi les personnes qui habitent sur le lac, il y a les accommodations, le tourisme. Donc, c'est un sujet vraiment vague. Donc, c'est cool d'avoir la représentation. On va être environ 90 personnes, 100 personnes à soir. Donc, il y a des personnes qui vont venir du gouvernement municipal, mais aussi régional aussi. C'est dur avec les élections, donc cette année, pas fédéral, mais il va y avoir provincial certainement. L'activité qu'on voit aujourd'hui, c'est tisser des liens, ou en anglais Building Ties. C'est une activité que ça fait plus d'une dizaine d'années qui existe. Dans le fond, ça vient d'un besoin de se rassembler puis de se parler entre les 3 communautés qui entourent le lac Témiscamingue, donc le Québec, l'Ontario et les Premières Nations. Donc l'idée, c'est vraiment de réseauter, de se parler, de découvrir ce que les projets des autres communautés font et des fois d'allier aussi, de créer des liens entre certains projets que le Québec, l'Ontario et les Premières Nations peuvent faire ensemble. On cohabite de toute façon sur le même territoire, donc pourquoi ne pas faire des rassemblements comme celui-ci pour découvrir un peu qu'est-ce que les autres font et peut-être faire des maillages après dans des projets. On a souligné le 10e anniversaire en 2022, puis on a sauté une année, donc on est rendu à, je pense que c'est la 13e édition aujourd'hui. Du domaine touristique, il y a le fameux projet du Tour du lac qui a naquis à travers des rencontres comme avec Tisser des liens. Donc, Tour du lac, c'était vraiment des passeports concours, des stations dans tous les musées et attraits autour du lac Témiscamingue. Donc, c'était vraiment pour que les touristes puissent suivre la route. On avait des cartes, on avait des circuits, on avait plein d'éléments comme ça qui faisaient que les gens pouvaient découvrir le côté Québec et Ontario, faire le tour comme ça. Ça, c'en est un. On a aussi un circuit agro qui est comme en travail parce que l'année dernière, c'était thématique agricole. Fait que là, à ce moment-là, on a eu l'idée de créer la même chose un peu que le Tour du lac, mais à saveur, plus agricole, agro-transformateur, aller s'arrêter dans les différentes boutiques et kiosques qui peuvent nous faire goûter. Fait que ça, c'est, mettons, plus à domaine touristique, c'est des éléments qui sont ressortis des rencontres comme ça. Pour la MRC de Témiscamingue, c'est important, ces rencontres-là, c'est important d'en faire partie également pour faire acte de présence, mais aussi pour pouvoir informer les élus, les maires et mairesses qui sont des porteurs de certains projets, qui sont des décideurs aussi de ce genre de projet. Donc, on trouve important de faire la courroie de transmission entre tout ce qui se passe, mais aussi ceux qui peuvent donner le go à certains projets. Donc, oui, la MRC s'implique parce que c'est important, parce que la communauté fait partie de nos valeurs absolument, et aussi parce qu'on fait le lien entre les élus et les créateurs de projets. C'est pas ma première expérience, c'est ma 3e expérience. Je viens pas nécessairement tous les ans, mais c'est quelque chose auquel je tiens à assister parce que en 2022, quand on a assisté, on a vraiment tiré des bénéfices de ça. On célébrait le 100e anniversaire de la commémoration du feu de l'Éberé. Et on a fait des rencontres ici. On a pu vraiment tisser vraiment des liens avec la municipalité de l'Éberé pour pas nos festivités, mais nos activités en lien avec la commémoration. C'est certain que la MRC, ça fait plusieurs années qu'on s'implique avec Tisser des liens. On a des gens qui participent aussi à l'organisation de ces événements-là, qui changent d'endroit aussi d'année après année. En fait, là, c'est à New Lescott, mais l'année prochaine, c'est au Québec. Donc, ça va être le Québec qui va organiser tout ça. Donc, on fait partie aussi de l'organisation. Je pense que c'est important parce que c'est des pistes de réflexion au niveau de notre développement, au niveau de nos similitudes. Parfois, on regarde des problématiques, puis peut-être que nos voisins auraient une meilleure vision ou une vision complètement différente à nous proposer, puis ensemble, on trouverait des meilleures solutions. Donc, je pense que c'est une fois par année, c'est important de garder
ces événements-là pour continuer d'échanger là, avec Témiscamingue First Nation et le côté ontarien, New Leicester et le nord-est ontarien. Enfin, attention les sportifs au Témis, vous entamez bientôt votre saison. Là, on parle de soccer, de pickleball, de baseball, de volleyball, de course à pied, de basket, j'en passe sans doute. N'hésitez pas à nous faire part de vos nouvelles sportives aussi, l'horaire de vos matchs, vos résultats. Ça nous intéresse, ben oui. Et évidemment, parlez-nous de tout ça. On souhaite déplacer nos caméras, partager vos images dans ce bulletin. Allez, laissez-nous parler de vos sports et de vos athlètes. D'ailleurs, un mot pour la petite ligue de baseball du Témiscamingue qui recrute ses joueurs en ce moment. Il y a encore de la place, nous a-t-on dit. Les inscriptions au T-ball 4 à 6 ans, le baseball 7 à 15 ans, le softball féminin 12 à 17 ans se poursuivent. Voilà notre recherche d'actualité, celle qui suscitera votre intérêt aussi la semaine prochaine, se poursuit pour votre télé communautaire, Témis TV à votre service. Laissez-nous parler de vous et en informer la région et ses gens. Rappelons notre intérêt aussi pour votre organisme communautaire. Comme nous, on a avantage à se faire connaître et ainsi travailler au développement de ce fabuleux Témiscamingue dont vous êtes fiers, c'est pareil. Travaillons ensemble et à la semaine prochaine. Notez notre courriel journaliste@témis.tv. Rejoignez-nous, écrivez-nous et joignez-vous aussi la page Facebook Témis TV. À plus, monsieur, madame.